Bonjour monsieur. Et bonjour. Comment allez-vous? Toujours mal et ça dure. Bon, au moins de ce côté-là, il n'y a pas de changement. Non, écoute. Et d'un point de vue de l'actualité mondiale, non plus, si ce n'est que les choses ont l'air d'aller en s'aggravant, tu ne penses pas? Alors, écoute, ça se précipite de plus en plus, effectivement, dans tous les sens. Mais bon, le constat, il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un moment qu'on dit que les choses s'aggravent et que ça va de mal en pis, etc. J'ai l'impression que notre capacité de résistance augmente aussi, finalement. Oui, de toute façon, à présent, la difficulté toujours, c'est de comprendre le processus d'opération en lui-même. À l'occasion de plusieurs constats, je disais que l'école est en somme là pour apprendre à ignorer. Ouais. Et c'est le cas, mais il faut le comprendre comme il faut, dans le sens que ce qu'il faut savoir, c'est que les études sur le plan mondial, puisqu'on est dans la mondialisation, sur le plan mondial, il y a déjà longtemps, sont uniques dans le sens on pourrait dire qu'il y a comme une université fondamentale qui gère l'ensemble de toutes les universités du monde. Ce qui veut dire que tout le monde apprend la même chose. En tout cas, si c'est pas la même chose dans les détails, c'est la même chose dans la manière. En tout cas, si c'est pas la même chose dans la forme, c'est la même chose dans le fond, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ce qui signifie que tout le monde donc se retrouve être mis à l'abri d'une connaissance véritable qui lui est nécessaire. Oui. Et ça, quand je dis tout le monde, y compris des personnages qui se veulent être des personnages clés, des savants qui ont inventé ou mis à jour une multitude de choses, ils sont à l'abri de la même façon. Voilà. Par exemple, pour donner un exemple qui est assez typique, un homme qui a marqué son époque dans ce domaine-là, ça sera un homme comme Einstein, par exemple. Ouais. Voilà. Alors, quand on voit le parcours d'un personnage comme celui-là, et que lui, à la fin donc, de sa vie, il avait bien dit, si j'avais été instruit, je n'aurais jamais énoncé ce que j'ai énoncé. Et effectivement, quand on voit, ce bonhomme, il est né dans une famille juive, depuis... Non, excuse-moi, il y a du bruit dans... Je sais pas, tu es dans un sous-marin? C'est possible, hein. il y a un bruit fou, là. Alors... écoute, je peux rien, là. Hein. Bon, dis-moi, alors, excuse-moi de t'avoir coupé, dis. Alors, je dis, il est né dans une famille juive, il s'est tout de suite mêlé d'être un révolutionnaire, en somme, un révolutionnaire de gauche. Bon, après, il professe toutes les opinions socialistes et révolutionnaires, et à un moment donné, il est lié avec un des futurs théoriciens de l'auto-marxisme, qui s'appelle Frédéric Adler, qui lui est devenu en somme assassin du comte qui était le premier ministre autrichien. Voilà, donc ça c'était un ami, son premier ami intime, et politiquement Einstein, il reste toujours en somme un homme de gauche. Voilà, il a toujours salué avec joie la formation des soviets là en Allemagne, etc., etc. Bref, en somme, voilà où il est. C'est lui qui était fondateur de la Société des Amis de la Russie bolchevique, enfin bref. Ensuite de ça, quand tu regardes ça, il a joué un rôle très important donc dans la mise à jour de la bombe atomique. Et pourtant, il était antimilitariste, il s'est exprimé comme ça de sa bouche, c'est qu'il est antimilitariste jusqu'à la haine. Ouais. Bon. Donc pour lui, si je vais citer juste une parole qu'il aura dit à ce sujet, concernant l'armée et le patriotisme. Ce sujet m'amène, écrit-il, à évoquer la pire des créations qui soient, issues de l'instinct grégaire.
le système militaire, que j'abomine. Le fait qu'un homme puisse prendre plaisir à marcher en rang et formation aux accents martiaux d'une musique suffit à me le rendre méprisable. Ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau de belle taille, une moelle épinière, qui aurait amplement suffi. On devrait abolir aussi rapidement que possible cette honte de la civilisation. L'héroïsme sur commande, la violence insensée et toutes les stupidités pernicieuses auxquelles il est convenu de donner le nom de patriotisme. À quel point je hais tout cela. La guerre est pour moi une chose mesquine et méprisable. Je préfère être assez menu plutôt que de participer à une entreprise aussi abominable. Bon. Et c'est lui donc qui était un des principaux scientifiques qui s'occupait de la mise à jour de la bombe atomique. Tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour dire que, voilà par exemple la vie d'un homme qui veut se dévouer à une cause, mais qui est, comme on en a parlé dans un autre constat, c'est-à-dire la tête a disparu. Il a bien une tête pour emmagasiner une multitude de choses relatives, mais fondamentalement, il n'a plus d'instruction. C'est-à-dire que ce qui le meut, ça n'est plus un principe fondamental qui est issu en quelque sorte du principe universel, c'est tout simplement un ressort sentimentaliste qui l'amène à vouloir faire le bien de l'humanité. Mais c'est ça, avoir perdu la tête, et c'est ça, avoir été conditionné dans les écoles de manière à ignorer la totalité de ce que représente en quelque sorte la création de l'ensemble de l'univers. Et tu penses qu'il a eu au dernier moment de sa vie un sursaut de lucidité qui lui a fait comprendre ça? Eh bien, soit un sursaut de lucidité, soit il a pris connaissance par un biais ou par un autre, qu'effectivement cette possibilité-là existait. Parce qu'on peut en prendre connaissance. C'est pas parce que les écoles nous interdisent de l'entrée à ce sujet que ce sujet n'existe pas. On en a déjà, on en a déjà suffisamment parlé. Tous les écrits d'un homme comme Guénon, comme M. Chuon et autres, sont des écrits qui amènent justement à rentrer dans cette connaissance qui nous est nécessaire. C'est pas un superflu, c'est pas par-dessus, c'est une nécessité. Est-ce que tu penses pas, comme le disait donc Saint Paul, qu'on fait pas ce qu'on veut, quoi, finalement, et qu'on est mu par des forces qui nous dépassent, que justement on n'est pas plutôt instrumentalisé, tu vois, quoi qu'on pense, quoi qu'on ait envie, quoi qu'on fasse, de toute manière on est voué à vivre notre destinée telle que cela a été écrit, tu vois. Oui, mais il ne faut pas confondre Saint Paul qui lui voyait parfaitement bien ce qu'il devait faire et qu'il ne pouvait pas faire, et ce qu'il aurait voulu faire, ou ce qu'il ne devait pas faire et qu'il a fait quand même. Il le voyait parfaitement bien. Pourquoi? Parce qu'il était concentré sur ce principe universel qui lui donnait la résonance de ces choses-là. Autrement, c'est des mots en l'air. C'est des mots en l'air, c'est plus rien. Parce qu'on peut dire ça, puis voilà, puis c'est tout. Mais ça veut rien dire en soi. Il faut y situer à l'emplacement où ça revient. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il ait pensé, quoi qu'il pense, on parlait d'Einstein, sur la guerre, sur toutes ces choses-là, il avait une mission à accomplir. C'était celle de venir amener justement cette bombe atomique. Qu'il le veuille ou non, qu'il l'ait voulu ou non. Oui, alors là, après, il y a quand même à trier là-dedans, parce que quand on parle d'une mission, alors par qui était-il missionné? Et quelle est la disposition qu'il faut avoir pour considérer la mission comme pour ce qu'elle est véritablement? Alors, en admettant tout ça, ce qui se produit, alors ça signifie aussi, c'est que, en tout cas pour le personnage, lui, il était hors jeu dans le sens qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, parce que en réalité, ce qu'il a fait, lui, il n'a rien fait de spécial, il a énoncé quelque chose. Il a mis à jour quelque chose qui était potentiellement... Il a énoncé, il l'a pas fait.
faut pas considérer, faut faire attention entre un énoncé et un ordre de fait. On parle du destin dans les faits, tout ce que ce corps fera. Non, mais... Là, en l'occurrence, pardon. Excuse-moi, il a mis à jour une formule mathématique qui était potentiellement là, quoi. Je veux dire, Oui, il n'a rien inventé. Non, il n'a rien inventé, mais je veux dire, il aurait pu s'abstenir aussi. Voilà. De la mettre à jour. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. C'est une possibilité, au même titre que Galilée pouvait s'abstenir de dire que la Terre était ronde, lui pouvait s'abstenir de mettre à jour son énoncé. Bref, voilà, disons ce que... Attends, excuse-moi encore te couper. Dans quel but faudrait-il ne pas vouloir savoir que la Terre est ronde? Est-ce que, bon, tu disais à un moment donné que l'homme avait plus de bénéfices de penser que symboliquement la Terre était plate parce que justement il y avait le lever du soleil vers l'est et le coucher vers l'ouest, c'est très, très fort au niveau de la symbolique, alors que sachant qu'elle était ronde, tout ce symbolisme disparaissait par le coup. Mais le fait de le savoir, je veux dire, c'est comme le fait d'avoir touché à l'arbre de la connaissance. C'est des savoirs différents. Savoir qu'elle est ronde et puis qu'en réalité elle bouge et que le soleil reste fixe n'amenait rien à l'ensemble de l'humanité de plus que le fait que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, en raison de la symbolique que ça représente. Donc il faut rester dans une forme d'ignorance. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas qu'il faut rester dans une forme d'ignorance. C'est que simplement celui qui a besoin de savoir qu'elle est ronde pour des raisons autres, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est pas un besoin, c'est pas une nécessité pour l'homme. C'est un besoin pour quelqu'un qui va s'occuper de l'astrologie, de l'astronomie, de tout ce que l'on veut. Il aura besoin de connaître ça. Ça ne lui a jamais été interdit et il l'a toujours su depuis que le monde est monde. C'est l'énoncé en lui-même qui n'est pas une nécessité parce qu'on vient troubler la cervelle de personnages qui n'ont pas besoin de ces choses-là. Alors, tu veux dire que ces choses-là apparaissent comme étant antinomiques, c'est-à-dire des contradictions par rapport au symbole énoncé, alors que c'est des choses complémentaires. Simplement, pour savoir que c'est complémentaire, il faut être instruit d'une certaine manière. Donc, suivant l'instruction que l'on a, on peut savoir à un moment donné que la Terre est ronde, ça ne gêne en rien, mais comme l'instruction n'est pas distribuée de manière à ce que chacun puisse saisir ça comme il le se doit, et il y a des nécessités de mettre un silence à certains endroits, et il était respecté jusqu'au jour où, et en l'occurrence, on a bien pu s'apercevoir qu'en dehors des pérégrinations ou des guignols qui se sont amusés à aller se promener dans l'atmosphère le plus haut possible, ça n'a rien amené à l'humanité, ces connaissances-là. Donc tu veux dire que dans les écoles, on diffuse allègrement ce genre de connaissances profanes qui viennent troubler le cerveau des enfants et leur cacher la réelle connaissance, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. Donc à partir du moment où tu n'as pas la connaissance juste des choses, tu te préoccupes de cette connaissance profane et ça devient ton point de référence. Donc tu barres dans les décors comme tous ces grands savants de notre époque, qui partent dans les décors, ils mettent à jour, ils ouvrent des boîtes de Pandore invraisemblables, sans se préoccuper de d'où vient exactement le vent et où il va. Et des conséquences que ça peut susciter, quoi. Voilà, mais c'est ça, puisqu'on est dans l'ignorance. À partir du moment où un homme il est pas dans l'ignorance, ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il est en tant qu'homme et ce qu'il représente dans la manifestation. Donc en tant que tel, il ne va pas mettre à jour des choses qui vont à l'encontre de l'harmonie même de cette manifestation. Sûrement. C'est simple comme bonjour, mais apparemment c'est devenu vraiment le parcours du combattant, parce que
il y a eu une telle déferlante de mensonges qui se distillent de par tous les bouts que c'est quelque chose. Et ce mensonge, il a une apparence de vérité parce qu'il peut être vrai dans les faits à un moment donné, mais c'est un mensonge dans l'ensemble des choses. Mais la plus grande braverie de l'homme, enfin, qui a fait affront et qui a lancé un défi contre Dieu, ça a été le péché. Le péché primordial là, de la pomme qui a été croquée, etc. Et depuis, l'homme n'a fait que braver et continuer à braver. Donc, rien de nouveau, quoi. Si, il y a du nouveau. Il y a eu du nouveau, c'est que pendant une bonne période, l'homme s'ingéniait, de par la connaissance qu'il avait, par la tradition, à se réinstaurer dans sa primordialité, et il en avait les moyens. On lui en donnait les moyens. À partir du moment où ces choses-là ont été occultées pour mettre en place cette ignorance systématique qui est distribuée dans les universités, il est perdu dans le sens qu'il est lâché sans les armes qui lui sont nécessaires pour se défendre. Oui, à partir du moment où il a perdu le discernement, comment peut-il faire autrement ? Voilà. Alors, je veux bien que ce soit la suite de la chute, et je veux dire, il y a des paliers successifs qui sont à considérer pour voir à quel moment telle chose est devenue telle autre à la place, etc. Par exemple, quand on considère justement le symbolisme qui est primordial, faut pas oublier que pour une connaissance véritable, c'est le symbolisme qui prévaut sur tout. Et le symbolisme, il existait encore jusqu'au Moyen-Âge, mais il a disparu. Oui, il a disparu. C'est pas le symbolisme qui a disparu, c'est la connaissance du symbolisme qui a disparu. Oui, voilà, la connaissance du symbolisme. Puis après, on a fait des ersatz, des trucs bidons pour faire semblant. Et à présent, on parle de symboles, mais ça ne ressemble plus à rien. Ouais. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut savoir, quand même en passant, quand on parle de mondialisation avec sa ronde infernale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la tête de ces mouvements-là, il y a des personnages qui, eux, savent se concentrer sur un point précis. Bon, attends, excuse-moi, on va faire une suite. Tu disais qu'il y a des personnages qui savent... Oui, je dis il y a des personnages dans le cadre donc des dirigeants de ce nouvel ordre mondial qui savent très bien se concentrer sur un point précis et ne pas de coups ratés comme des animaux sans tête en se heurtant à tous les murs. Il y a des personnages actuellement qui ont repris on pourrait dire, ils ont repris la posture, mais à l'envers, dans le sens que le point sur lequel ils sont concentrés est le point inversé par rapport à celui où l'homme doit être concentré. C'est ça, le renversement. C'est un renversement, j'ai eu parler de l'ivresse des profondeurs, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tout est juste, mais c'est tout faux. Ouais. Voilà, et c'est ça le plus grave de tout, parce que la corruption du meilleur est la pire. Quand je dis le meilleur, je parle des meilleures choses, pas rien que de meilleurs personnages, parce que c'est une autre histoire, mais les meilleures choses, les meilleures connaissances, quand on les corrompt, elles deviennent pires que toutes les autres, voilà. Et les connaissances fondamentales sont utilisées à l'envers actuellement pour aboutir à ce résultat final qui reste en leurre à un moment donné, même pour ceux qui le mettent en place alors qu'ils peuvent y croire, hein, ouais. Parce qu'à un moment donné, comme je l'avais dit, je crois, lors d'un constat, il ne faut pas oublier que le diable est avant tout un menteur. Ouais. Voilà. Mais disons, voilà, la gravité, elle est là, c'est que actuellement, c'est un calcul précis pour en arriver à la destruction finale. Ce calcul précis, il peut être, si on considère les choses par rapport à un point de vue traditionnel, il ne peut être donc dirigé que par le diable lui-même. Comme on l'a laissé prendre le pouvoir, à présent, c'est lui qui commande. C'est normal. Rien de plus normal que ça. On est bien d'accord. Ouais. Voilà.
Et puis pour en revenir dans le détail, eh ben, chacun peut aller voir ce qui se produit sur le plan de l'électromagnétisme, de toutes les magouilles possibles et imaginables, et même celles qu'on n'arrive pas à imaginer, qui se mettent à jour tous les jours. Moi, je reçois tous les jours des informations qui sont quand même relativement sérieuses sur une multitude de choses où, franchement parler, on voit bien que c'est bon, là. C'est bon, on arrive quand même... ça paraît invraisemblable, d'ailleurs, que la Terre tienne encore debout avec ce qui se passe, par les gardes, des nouveautés, avec les nanoparticules, avec ceci, avec cela, enfin bref, les nouvelles armes qui, elles, sont bien au-delà des limites que pouvait représenter l'arme atomique, etc., etc. En fait, on vit sur une cocotte minute, là, en pleine ébullition. Oui, là, c'est vraiment la pleine ébullition. Alors après, tu vois, par exemple, il y a déjà longtemps, je crois que c'est, comment il s'appelle, Joliot-Curie, qui écrivait en 1947, là, dans la Revue des Étoiles, la guerre future sera une guerre invisible. C'est quand ses récoltes auront été détruites, son industrie paralysée, ses forces armées hors d'état d'agir, qu'un pays comprendra, soudain, qu'il était en guerre et qu'il vient de la perdre. Voilà, c'est ça, tu comprends. Donc, personne ne s'attend à rien. Tout le monde croit à je sais pas quoi, puis tout d'un coup, tu es devant le bout de gras, là, c'est fini. Pas du poteau. Ouais. Voilà, comment ça marche. On en est là, et c'est ce qui est en train de se produire. C'est une prise d'otage systématique qui se fait. Et puis là, quand je dis ça va mal, pourvu que ça dure, je sais ce que je dis. Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends. À part ça, alors, quoi de neuf au niveau politique? Tu as vu quand même, si on parlait un petit peu de ce qui se passe là dans le Maghreb, etc., en Tunisie, qui est en train de peut-être se propager dans d'autres pays arabes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Les personnages qui se sont occupés de faire jaillir cette révolution en Tunisie. Pourquoi en Tunisie? Pourquoi pas ailleurs? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le peuple qui mène à bien une manifestation. Les manifestations du peuple et les réclamations du peuple sont toujours incitées par les personnages qui sont censés diriger ce peuple. Je ne parle pas sur le plan politique nécessairement, mais dans la vraie direction. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis le feu aux poudres en Tunisie et pas ailleurs? Alors il y a des explications qui vont être données, qui ne sont pas plus à rejeter qu'autre chose. C'est que la Tunisie, c'est le lieu où à l'époque romaine, il y avait Carthage. Et Carthage, l'Empire de Rome avait bien spécifié, à un moment donné, même qu'ils avaient gagné la guerre, il faut détruire Carthage de fond en comble. C'est un symbole, tout ça. Donc on repart dans la symbolique, et le fait que la guerre, ce mouvement éclate en Tunisie plutôt qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est à considérer comme un symbole. Et ceux qui l'ont mis en place connaissent la valeur de ce symbole, et en quelque sorte ce qu'il va inciter. Alors, quelle est la valeur, ce symbole? Il faut leur demander ça à eux précisément. Moi, je ne veux pas plonger là-dedans, au-delà des limites. Parce que c'est toute une histoire, après, pour entrer dans l'histoire même de Carthage, de savoir pourquoi, comment, et puis après où ils en veulent venir. Bon, ce que je sais, c'est que c'est ça. Ils se préoccupent, eux, des choses par rapport à une symbolique, ils suivent un mouvement doctrinal et ne font pas les choses au hasard. Quand tu dis ils, tu penses à qui? Je pense aux personnages qui dirigent l'ensemble de ce mouvement de destruction mondiale. Qui sont au-delà des Illuminati, bien entendu. Ben, écoute, là, après, on les appelle comme on veut, on les prend pour qui, je sais pas. Moi, j'irais plutôt dire que tous ces mouvements tels que
Il n'y a pas des mouvements, il y en a une multitude. Il y a une multitude de groupes ceci, de groupes cela, de groupes tralala, le groupe Bilderberg, Rockefeller, le groupe je sais pas quoi, il y en a en fait, moi je ne peux pas les énoncer, il y a des livres qui parlent de ça, il y en a des centaines, des milliers de ces groupes. À un moment donné, tous réunis, c'est eux qui prennent des décisions, ils se les passent, après ils se réunissent au sommet, enfin bref. Je veux dire, ces gens-là ont un pouvoir réel, mais c'est un pouvoir temporel, mais par contre, la véritable autorité qui les mène à cette position-là, c'est quelque chose qui reste caché, bien évidemment. Et bon, ça, on avait évoqué ça, les sorciers noirs, etc. Oui, eux sont les points, comment est-ce qu'il faut dire ça? Les commenteurs. Eux sont les vitrés du diable. Voilà. Mais là, actuellement, donc, ce phénomène-là, qui se passe en Tunisie est en train de se propager en Égypte. Là aussi, il y aurait une symbolique. Ben oui, je pense que cette propagation fait partie du jeu. Tu vois, c'est le point de départ de la propagation en question. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière et je n'ai pas beaucoup de temps de me plonger dans ce genre de magouille jusqu'au bout. Je le vois parce que c'est comme ça que ça se marche. Le processus est celui-là. C'est pas un processus de braves gens qui rouspètent parce qu'on les oppresse. Tout ça, c'est pour rigoler, ça. Parce qu'il y a quand même, bon, ce sont des dictatures qui ont été mises en place, mais qui ont été largement soutenues par des pays en Occident, ou par les États-Unis, même, ne serait-ce que ces dictatures africaines et tout. Donc il y a toujours derrière tout ça des pays d'Occident qui trouvent largement leur compte. Ah, mais ça, de toute façon, ça, si on veut voir les différentes magouilles qui se produisent au niveau international, on peut se renseigner. Évidemment, c'est un nid de crabe, c'est la foire d'empoigne. Voilà. C'est quelque chose, c'est vraiment un combat d'hyène, ça c'est clair. Tout à fait. Donc, est-ce que tu ne penses pas que c'est la conséquence de cette politique-là qui fait que, ces pays-là, on arrive justement là? Non, c'est la suite logique de cette arrivée-là, comme tu dis, elle est programmée comme le reste. Ouais. Mais disons, ça c'est la partie visible de l'iceberg, tu veux dire. Et voilà, c'est ça, il faut toujours... C'est ça de nouveau, pour en revenir à cette école qui est pour apprendre à ignorer, c'est que l'homme actuel, il voit les choses par un bout, puis il regarde ça, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est en train de voir, ne peut pas l'interpréter autrement que par des considérations qui sont des considérations qu'on veut lui faire prendre en compte. Alors que s'il regarde ça par un autre bout, il voit bien que c'est une magouille générale, et après c'est pas compliqué de voir qu'il s'agit quand même d'un symbole quand on parle de la Tunisie, etc., puis de voir que c'est la suite logique d'un mouvement qui a été mis en marche il y a déjà bien longtemps, et puis par qui, tu peux le savoir, enfin bref, et à un moment donné, c'est pas une vraie complication, c'est compliqué parce qu'on est mis à l'abri d'une connaissance des choses, déjà une connaissance fondamentale. À partir déjà du moment où un homme ne sait plus ce que c'est qu'un homme, déjà il est déjà perdu. Donc après, pour le perdre dans le reste du décor, c'est pas compliqué. Hein. En fait, on te parle de l'arbre pour cacher la forêt, quoi. En gros. Oui, mais il ne s'agit même plus d'arbres ni de forêt. On te parle de quelque chose, c'est une illusion totale. Alors voilà ce qui se passe. Pour ça, c'était toujours pour en venir au fait que j'avais dit une fois ou plusieurs fois, l'école c'est pour apprendre à ignorer. Je ne veux pas confondre ça avec le fait qu'un gamin va à l'école, il apprend à lire, à écrire, à compter. Bon, c'est pas. J'étais pas en train de dire qu'en apprenant à lire, à écrire, à compter, là, il partait dans une ignorance, mais c'est la façon dont les choses sont faites. C'est-à-dire qu'il est en train de se remplir la tête de considérations relatives, mais tout ce qui concerne une éducation véritable,
qui est fondamental. Il n'y a strictement rien que des choses qui vont à l'encontre. Regarde dans le domaine de la religion, tu vois les sciences des religions, par exemple, en fait de sciences de religion, c'est tout simplement une arme pour détruire les religions. Ouais. Voilà, C'est surtout quand tu apprends des choses tellement hétéroclites, aussi hétéroclites qu'inutiles, que tu n'arrives pas à replacer dans un contexte. C'est ça le problème. Oui, ben, non seulement ça, mais je veux dire, on t'apprend pas, on te met loin de toute connaissance, on essaye de te retirer le peu qui pourrait te rester de l'esprit traditionnel. Je crois que c'est Guénon qui disait que la religion et la science, ils sont pas en conflit. Pour la simple raison d'ailleurs qu'elles ne se rapportent pas au même domaine. Tu comprends? Mais par contre, d'aller chercher pour étayer une religion qui, elle, touche et concerne les vérités immuables et éternelles, aller chercher un point d'appui dans ce qu'il y a de plus changeant et de plus incertain, Et relatif. c'est quand même une démarche qui se voit comme étant une supercherie. Et ben voilà ce que c'est que la science des religions. On peut parler de complexe de supériorité de la science moderne. Hein. Oui, pour moi, le complexe de supériorité peut être de la part des fanfarons qui énoncent toutes ces choses ou qui sont encore des pions, mais la mise en place de ça, c'est tout simplement pour retirer l'homme de la possibilité de comprendre ce qu'est une religion, ce qu'il est donc lui-même, et quel est l'esprit véritable traditionnel. La grande menace, elle est contre qui? La grande menace de la part de qui? La grande menace à ce que l'homme découvre sa véritable raison d'être, elle est contre qui? Contre le diable lui-même? Ah ben bien sûr, parce que à partir de là, s'il découvre sa raison d'être, il ne peut plus participer de la même façon à ce jeu-là. C'est pas possible. Il se rapproche de Dieu et ça c'est quelque chose qui est insupportable pour le diable. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc à un moment donné, il a été réduit d'ailleurs au silence pendant longtemps, il a toujours émergé par-ci, par-là. C'est pas du diable. Et voilà, il se refaisait sur la tête pour se remettre en tête. Il y a des contes d'ailleurs qui expriment ces choses-là parfaitement bien. Des contes de Cacher l'immortel, par exemple, etc. Oui. Cacher l'immortel, oui. Oui, c'est des contes, dans les contes de fées, il y a beaucoup de choses très bien écrites à ce sujet-là. Ouais. Alors il y a toujours un endroit où c'est marqué qu'il y a, toi tu as tous les droits, sauf qu'il faut pas, il y a 100 portes qui s'ouvrent sur des... Oui, on en avait parlé d'ailleurs. Ah, les plus beaux les uns que les autres, mais il y en a un, il ne faut pas ouvrir, etc. Il y en a une, ouais. Oui, il y en a une de ces portes où il faut pas ouvrir et qu'il faut pas ouvrir. Et ben voilà, donc et cette porte, si elle reste fermée, eh ben tout va bien. Mais là, en l'occurrence, c'est la seule qui reste ouverte. Ouais, d'accord. On a oublié d'ouvrir celle qu'il fallait ouvrir et on a ouvert celle qu'il fallait pas. Voilà. Il y en avait qu'une, mais il a fallu que ça soit celle-là, quoi. Ouais. Et maintenant, on a des grands courants d'air. Hein. Ah ben, puis on s'est réduit à l'impuissance de ce fait-là. Ouais. Si tu as un chien enragé, méchant, qui est attaché au bout d'une chaîne, si tu veux prendre des risques certains, c'est d'enlever la chaîne. Ouais. Ah, oui. Après, il est libre de venir te manger à sa guise. Hein. Oui. Voilà, alors c'est ce qui s'est produit, disons, on a libéré le diable. Il était enfermé par justement toutes les disciplines traditionnelles, puis là, ben, ma foi, c'est fini. Il est libre comme l'air. Oui, il est libre comme eux, plus ou moins, en tout cas, je présume qu'il aura bien à un moment donné. Il a de toute façon des chaînes, hein, puisqu'il est le diable. Ouais. Enfin voilà, je voulais surtout en venir, c'est sur le symbole que représente le fait de dire que l'école est pour apprendre à ignorer. Okay. Afin que chacun en prenne un peu ce qu'il peut en prendre et puis qu'il voie la chose à son niveau. Hein. De manière à, s'il a des questions qui se posent et qui cherchent à les résoudre, de ne pas aller chercher quelque chose où il n'y a rien à chercher, voilà. Ouais.
C'est un peu comme tout, hein, c'est comme le paradis perdu, tout le monde va chercher un endroit où il n'a pas été perdu, donc ça ne sert à rien, c'est pas là, quoi, voilà, c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis ce domaine de scientifique moderne qui a pris beaucoup d'essor et qui pèse sur l'humanité, c'est à considérer comme quelque chose, c'est pas que c'est inexistant, mais c'est un domaine qui est relatif, on est dans la relativité. Donc ça n'a strictement rien à voir avec des connaissances fondamentales qui, elles, émanent directement de l'absolu. Donc c'est des vérités immuables. Tandis que les vérités scientifiques, elles changent tout le temps, tous les jours, tous les... Ouais, Alors, on est dans une autre histoire. Le problème, c'est qu'elles font foi au-delà de toute limite, quoi. Oui, mais par ignorance, toujours. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, on va en rester là. Je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et puis à très bientôt. Ben oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bon, il y a eu un commentaire intéressant là, puis un lien qui a été donné là pour enregistrer en PDF un livre de Ghislain Chétan, L'école à la dérive, qui est intéressant. Donc je remettrai sous la vidéo là, sous l'audio qu'on va faire là. Donc on a lu quelques chapitres, là c'est super intéressant. Voilà. Donc le commentaire en question là que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est sur l'audio qu'on a fait là, info moteur immobile, tu parlais de Einstein. Donc il te dit passage très intéressant sur Albert Einstein et le pacifisme qui mène à la bombe atomique. Cela fait penser au bolchevisme, ils étaient censés créer un paradis sur Terre, et cela aboutit à l'édification d'un camp de concentration à l'échelle d'un continent, évidemment. Idem pour le freudisme, qui était censé libérer l'homme de toutes ses névroses, et pourtant, il n'y a pas plus névrosé que l'homme moderne. Voilà. Ouais. Bah, oui, c'est évident, ça. Ouais. Alors, disons que de toute façon, pourquoi c'est évident, j'ai parlé à un moment donné de l'homme sans tête, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où il n'y a plus la boussole, il y a donc une fausse boussole qui vient s'installer. C'est ce qu'il faut bien faire attention, c'est que c'est pas le fruit du hasard, ces choses-là. Donc c'est bien précis, c'est bien orchestré. Je dirais ça même au sujet du livre qui a été signalé là, concernant l'école à la dérive, c'est qu'il ne s'agit pas d'une école, oui c'est bien la dérive si on veut, mais je dirais plutôt que c'est un changement de cap. Parce que la dérive, on pourrait encore dire que si une chose dérive, on peut toujours encore aller la récupérer, parce qu'on peut la localiser, on peut donc y aller, on n'a pas d'entrave particulière, sauf le fait de ne pas savoir où ça a dérivé, mais ça peut se compenser. Tandis que quand il s'agit de quelque chose de plus organisé, c'est un changement de cap, et la direction de cette éducation est mue par un moteur puissant. Ouais. Donc c'est plus une dérive, c'est que le bateau a changé de cap et il a une machinerie bien au point pour aller se jeter dans les écueils avec puissance, avec force et donc avec perte et fracas. Tu veux dire que c'est très contrôlé, au contraire? Voilà, c'est très contrôlé, et c'est plus que contrôlé, c'est incité d'une manière constante. Voilà, c'est ça ce faux moteur immobile dont on pouvait parler, c'est pas rien qu'une absence de quelque chose, mais c'est cette absence qui a été compensée par une présence de quelque chose qui lui est contraire. Oui, d'accord. Ouais. Voilà, et c'est là où il faut être très attentif, c'est que c'est pas simplement comme ça cool et puis oui on a trouvé, oui on va changer ça, on va dire non, on va pas, c'est pas possible comme ça.
La lutte pour renverser la vapeur, elle demande autant de force et de puissance, et plus, bien sûr, même, que celle qui est en train d'embarquer l'humanité dans la dérive totale, c'est-à-dire dans le trou. Tu veux dire qu'on a supplanté, que la vérité a été supplantée sciemment? Ah mais bien sûr, comment veux-tu que ce soit autrement? C'est pas le fruit du hasard. On sait très bien, chacun sait, surtout quand il étudie un petit peu les choses, que le hasard, c'est un mot qu'on a donné à des choses dont on ne connaît pas les raisons, mais ça n'a pas d'existence réelle. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, voilà, c'est ça. C'est ça le travail de tous ces mouvements sataniques. Le travail profond, c'est justement cette forme d'incitation qui est le moteur qui amène dans cette apparence de dérive. Ouais. Voilà. On peut parler de conséquences, en fait, c'est la conséquence de toute cette manœuvre, toutes ces manœuvres occultes. Oui, parce que de toute façon, on peut dire que la pensée est antérieure à la parole, autant donc la tradition est antérieure à la création. Et à un moment donné, quand on arrive devant ce genre de phénomène, il y a un renversement de position, et il faut bien qu'il y ait quelque chose d'antérieur qui est à l'origine même de cette déviation. Donc, qu'est-ce qui est antérieur à cette déviation? C'est justement ce qui meut cette déviation. C'est le moteur même qui fait que cette déviation est possible. Autrement, elle n'a aucune raison de se manifester, qu'elle ne rentre pas dans un cadre de possibilité, puis si elle n'est pas poussée. En fait, il y a une intelligence dévoyée qui est à la tête de tout ça, quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis pour en venir à la manifestation de ça, justement, quand dans le commentaire que tu as lu, qui consiste à parler du pacifisme qui amène à la bombe atomique, etc., du bolchevisme, etc., c'est pile ça. Et une chose qui est très démonstrative de ça, que tout le monde peut voir, parce qu'encore le bolchevisme, on peut estimer que c'était là-bas, Einstein c'est un peu ancien, on ne sait pas tout, mais par contre, quand on parle du freudisme, on parle donc de la psychanalyse. Ouais. Voilà la psychanalyse, voilà quelque chose qui est une subversion complète, qui est caricaturale à quelque part. C'est qu'on va puiser dans l'infrahumain quelque chose que l'on prétend être du suprahumain. C'est infernal, tout simplement, pour bien comprendre ça. C'est intéressant d'étudier le symbolisme traditionnel, parce que on retrouvera tout ce qui nous est nécessaire pour rejoindre en quelque sorte les véritables données, les véritables principes des choses. Et c'est à leur lumière même que l'on peut voir justement le côté caricatural de ce qui est présenté par le mouvement psychanalytique. En fait, le mouvement psychanalytique, c'est en fait vouloir justifier les pires déviations. C'est ça. Dans l'ignorance, on y trouve toujours une excuse, mais là, c'est pas excusable, puisque c'est fait volontairement pour nuire. C'est une nuisance. Au point de départ, il y a une volonté de nuire. Alors, on pourra trouver des excuses à ceux qui manifestent ça. Un psychanalyste en lui-même, c'est pas à lui que je m'attaque là, pas de lui que je veux parler. Lui, il est simplement le haut-parleur à travers lequel passe le son. C'est tout, tu comprends, c'est un personnage passif qui vient chanter des histoires qui lui ont été imposées par ces mouvements, justement, qui sont eux-mêmes les mouvements incitateurs. Ouais. Voilà. Mais ce que l'on peut dire, c'est que justement ces déviations, ces faiblesses qu'il y a en l'homme, il faut les combattre, il ne faut pas les transcender, trouver un sens à cela, etc. Voilà, c'est là le problème. Voilà, mais pour ça, il faut retrouver toute la symbolique, parce qu'autrement, actuellement, juste l'énoncé de ça, il y a toujours oui, mais, non-stop. Tandis que là, en étudiant les symboles traditionnels, on retrouve une science exacte. Il ne faut pas oublier que le symbolisme est une science exacte et non pas une rêverie.
Voilà, donc à partir de là, quand on rentre dans une science exacte, il n'y a plus les mêmes oui, mais, non, mais qui viennent s'instaurer. Il y a un moment donné où on obtient des certitudes. Et ces certitudes éliminent systématiquement le oui, mais, non, mais. Voilà. C'est-à-dire que, bon, j'en reviens toujours je suis ma pensée. Hein. Pour justifier un acte répréhensible, on va chercher dans le passé de quelqu'un pour trouver des circonstances atténuantes, tu vois. Et c'est là, alors que le djihad, c'est de combattre justement toutes ces déviations, toutes ces passions, tout ce qui nous mène à nos pertes. Le vrai combat, il se fait justement contre les circonstances atténuantes. Et justement, voilà. Disons, on peut tenir compte de certaines circonstances atténuantes. C'est effectivement qu'on vit une période, une époque où il est beaucoup plus difficile de se vouer à une étude sérieuse, de se concentrer, de vivre normalement, voilà, tout simplement, qu'à une certaine autre époque. Donc c'est entendu à un certain endroit, mais par contre, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que comme la miséricorde surpasse la rigueur, il ne nous est pas demandé autant et il nous est offert par la grâce tout ce qui nous manque. Voilà. C'est intéressant de lire le livre qui a été signalé, c'est tout à fait comme ça que les choses se passent. Et puis bien se souvenir qu'il ne s'agit pas du fruit du hasard, mais de bel et bien une volonté délibérée. Raison pour laquelle il faut avoir une volonté aussi délibérée pour contrer ce mouvement. Je dirais plutôt qu'il faut renouer avec cette primordialité. C'est le début, c'est le point de départ pour l'homme, c'est de retrouver sa primordialité. Et de ce fait-là, son comportement est en rapport avec cette primordialité. Et la prise n'est plus possible pour le tirer de gauche, de droite, sans que lui-même offre de résistance. En parlant de primordialité, j'ai un commentaire aussi de quelqu'un, enfin une question qui t'a été posée. Chion a évoqué dans plusieurs ouvrages que la rencontre entre l'arien primordial, hindouisme, et le sémitique final, islam, a eu lieu en Inde. Est-ce que c'est symboliquement une situation pleine de signification? Oui, bien sûr. La finalité se retrouve dans la primordialité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il est nécessaire pour l'homme actuel, je parle bien de nécessité, c'est de se concentrer sur une étude sérieuse. Et on en a donné pas mal de pistes. Et de se consacrer à la prière pour ne pas avoir à tergiverser avec tous les moultes détails qui sont là pour noyer le poisson. Parce que il y a une multitude de détails qui font du décor comme dans une pièce de théâtre, dans ce monde de cette société, dans les études et tout, qui nous font partir de gauche et de droite et qui nous font oublier le sujet principal. Ça s'appelle de la diversion. Voilà, c'est une diversion qui est aussi une diversion voulue de ce fait-là. Parce qu'il ne faut surtout pas que l'homme ouvre les yeux. Et d'ailleurs, l'homme a du mal à rester dans le silence. Moi, je l'ai vu, j'ai été visiter une grotte, tu sais, à un moment donné, pendant 7 heures dans une grotte. C'était magnifique d'ailleurs. Et à un moment donné, on a éteint nos lampes de manière à voir ce noir absolu. Et bien, les gens ne supportent pas d'être dans ce silence et dans le noir absolu, c'est l'angoisse d'un coup, tu vois. Et alors que dans ce moment-là, c'était vraiment, tu étais en connexion directe avec quelque chose de très profond, je trouve. Et ça a été impossible, au bout d'une minute, il fallait parler, allumer les lumières, etc. J'ai trouvé ça très regrettable. Donc je me suis dit vraiment, l'homme actuel a peur de se connecter avec cet essentiel, vraiment. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a une peur, il y a tout un voile qui est là pour empêcher l'homme de toute façon de pouvoir voir clair. Et puis voilà, donc j'insisterai toujours sur la prière et cette étude de sciences sacrées, de sciences traditionnelles qui sont c'est les seules possibilités que je vois qui permettent à l'homme de se retrouver. Autrement, c'est une impossibilité. Je dirais par la même occasion que cette peur,
c'est ce qui fait qu'il plonge dans une espèce de frénésie, tu vois, où il passe d'une distraction à l'autre, continuellement, tu vois, cet homme moderne. Bien sûr, parce que la peur étant le contraire de l'amour, ça amène donc à ce genre de conséquences. Ça amène à la dispersion plutôt qu'à la concentration. Des exemples comme celui d'Einstein ou celui du bolchevisme ou du freudisme, il y en a foison, à chacun d'aller voir ce qu'il arrive à voir. Tout est constitué de manière à être totalement inversé, puis il y a toujours une part de vrai là-dedans, bien sûr. C'est autrement comme il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose qui est tout faux, absolument tout faux, parce qu'il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu, mais le tout faux ne peut pas être absolu lui-même. Donc voilà, donc il y a toujours une part de vérité, puis c'est cette part de vérité qui est utilisée comme moteur pour pousser le reste. Là. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de paradoxe? L'homme est profondément paradoxal finalement. Mais le paradoxe, il se trouve partout, dans tout. Ouais. Il y a toujours un paradoxe, il y a toujours quelque chose qui apparaît en tout cas comme contraire à l'autre, alors qu'il est simplement, ce sont des choses qui sont plutôt, comment on dit ça, complémentaires. Complémentaires, voilà, ouais. D'accord, bah écoute, paradoxe contre complémentarité. Ouais, voilà. Ouais. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. D'accord. Et puis je te dis à bientôt alors. À bientôt, oui. Allez, au revoir. Au revoir.